Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, plaidoyer en faveur d'un dialogue entre le Maroc et le peuple sahraoui. Dakar abrite depuis ce vendredi une conférence internationale sur le Sahara occidental, toujours au cœur d'un différend de plus de 40 ans opposant le Maroc aux indépendantistes du Front Polisario. La technologie au service de l'agriculture, un domaine qui demeure encore largement sous-exploité sur le continent africain, mais la technologie pourrait permettre de relever le défi à condition que les gouvernements s'engagent sur cette question, martèlent les acteurs du monde de l'agriculture et les organisations internationales. Un choc de titans quand le MMA rencontre la boxe. Francis Ngannou et Tyson Fury s'apprêtent à s'affronter ce samedi à Riyad, en Arabie Saoudite. Un général nommé président par intérim à Madagascar. Il s'agit du général Richard Ravalomanane, récemment élu président du Sénat, une nomination sur décision de la Haute Cour constitutionnelle prise conformément à la Constitution en temps d'élection. Cette décision intervient 2 semaines après la destitution de l'ancien président de la Chambre haute, Erimanan Razamiayefa, et à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle prévue le 16 novembre. Candidat à sa propre succession, le président sortant Andra Joel a dû déposer sa démission le 11 septembre dernier. La conférence internationale sur le Sahara, ouverte ce 27 octobre à Dakar à l'initiative du mouvement sahraoui pour la paix, se poursuit dans la capitale sénégalaise. Objectif de cette rencontre, proposer une solution négociée et promouvoir le dialogue avec le Maroc et les Sahraouis. Cette conférence qui porte sur l'épineuse question du Sahara occidental, ex-colonie espagnole annexée en 1975 par le Maroc et dont le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, réclame l'indépendance. Cette rencontre rassemble notamment d'anciens membres du Polisario. Amenedji, notre correspondant, nous en dit plus. Après une première édition à Las Palmas, aux îles Canaries, Dakar, la capitale sénégalaise, accueille du vendredi 27 au samedi 28 octobre 2023 la deuxième conférence pour la paix et la sécurité dans le Sahara. Cette édition réunit plusieurs personnalités, dont l'ancien président burundais, des chercheurs internationaux, la société civile, mais aussi des notables tribus sahraouis. Objectif de cette rencontre est de proposer une solution négociée et de promouvoir le dialogue entre le Maroc et le peuple sahraoui. Dans un avenir proche, nous espérons pouvoir conjuguer vos efforts aux nôtres dans ce sens. Partager les expériences de chacun pour faciliter les protagonistes de la crise au premier chef d'opérer des options plus utiles et plus satisfaisantes pour leur population. Cette deuxième conférence, nous nous adressons à partir de Dakar à la communauté internationale et surtout aux Africains pour faire connaître notre projet de paix et ce que nous cherchons pour mettre fin aux souffrances de nos populations. La conférence pour la paix et la sécurité au Sahara occidental participe aux initiatives pour une solution politique définitive dans cette région. Cette conférence rejoint d'autres propositions comme le plan du Maroc pour l'autonomie du Sahara, soutenu par la majorité des États africains et d'autres pays comme les États-Unis, la France et même l'Espagne, qui administraient le Sahara entre 1884 et 1976. Ici, Samantha Saberus Aboubanga, envoyée spéciale d'Africa 24 au CICES à Dakar. Dans l'actualité également, la poursuite du retrait de la force onusienne du Mali ce jeudi dans le nord-est du pays, dans la région de Kidal. La mission de l'ONU a continué l'évacuation de son personnel dit non nécessaire. Le camp devrait être fermé dans les prochains jours. Et en ce qui concerne le processus au niveau national, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali doit avoir quitté le pays d'ici le 31 décembre. Elle a déjà transféré aux autorités maliennes 4 des camps qu'elle occupait et doit en libérer plusieurs autres dans les prochains jours. C'est en juin dernier que le pouvoir militaire malien a réclamé, après des mois de dégradation des relations, le départ de la MINUSMA déployée depuis 2013 dans ce pays en proie au terrorisme.
Les Africains face à l'insécurité alimentaire. La malnutrition concerne près de 300 millions de personnes. La situation est particulièrement préoccupante au Sahel, où des dizaines de millions de personnes sont menacées. Alors, face à cette crise, les organisations internationales plaident pour le développement du secteur agricole qui pourrait se faire notamment grâce à l'introduction de la technologie. Mildred Diamou. L'insécurité alimentaire ne doit pas être un défi pour l'Afrique en raison de ses ressources naturelles abondantes, affirment des experts. Le continent peut notamment exploiter ses terres fertiles pour capitaliser sur l'agriculture en vue de garantir des économies durables. La FAO estimait à plus de 278 millions le nombre de personnes confrontées à la faim en Afrique en 2022. Les appels se multiplient pour que le continent tire profit de ce vaste potentiel afin de résoudre ces défis croissants. L'Afrique est aussi une terre de production agricole par excellence. En plus d'héberger 60% des terres arables inexploitées de la planète, plus de 50% de la main-d'œuvre du continent travaille dans l'agriculture, selon l'Organisation internationale du travail. Et 80% d'entre eux sont de petits exploitants agricoles. La Future Investment Initiative, tenue du 24 au 26 octobre 2023 à Riyad, en Arabie Saoudite, a été une plateforme pour les experts de revenir sur les opportunités présentées à l'Afrique pour renforcer ses systèmes agricoles. Il s'agit entre autres des innovations issues de la science et de la technologie qui sont en plein essor sur le continent. Avec un taux de pénétration numérique de plus de 43%, l'Afrique est également bien placée pour ouvrir la voie à l'agriculture de précision. Armés d'un appareil mobile, les professionnels agricoles du continent peuvent passer leurs décisions sur les semences, les engrais et l'irrigation de toutes les récoltes au niveau supérieur. En retour, ils peuvent également être mieux informés sur la manière de rendre cette production durable. Les progrès de l'intelligence artificielle et de la science des données permettent aujourd'hui à diverses parties prenantes de devenir des acteurs majeurs dans l'agriculture de précision. L'appui aux petits exploitants agricoles reste crucial alors qu'ils constituent le moteur des systèmes alimentaires en Afrique. Grâce à la technologie, le continent peut nourrir sa population grandissante en tirant parti de l'intelligence artificielle pour répondre aux préoccupations en matière de changement climatique et d'insécurité alimentaire, selon des experts. La zone de libre-échange africaine, de nombreux pays souhaitent capitaliser sur ce marché commun. Ces pays entendent saisir les opportunités de la ZLECAf, vaste marché commun de plus d'1 milliard d'habitants. Son entrée en vigueur a été actée il y a plus de 2 ans, mais cette zone de libre-échange est encore loin d'être pleinement opérationnelle. Plusieurs obstacles et problématiques subsistent, comme la question liée au renforcement des droits de propriété intellectuelle, mais aussi la protection des producteurs locaux. Reportage Eugène Chema et Joël Ballot. Dans le discours des dirigeants africains, la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, entrée en vigueur en 2019, met l'accent sur le démantèlement des barrières douanières, l'harmonisation des politiques fiscales, la libre circulation, le libre mouvement des capitaux et services, mais moins sur les indications géographiques. L'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, partenaire d'un atelier régional organisé du 25 au 27 octobre à Yaoundé, avec le projet Afripi, estime qu'il s'agit pourtant d'une question cruciale pour la libre compétition économique et la protection des producteurs locaux. L'OAPI soutient la mise en place d'indicateurs géographiques dans les pays membres de l'organisation, soit 17 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les indications géographiques sont l'un des divers leviers importants sur lesquels l'OAPI s'appuie pour contribuer efficacement au développement économique de ses États membres. Grâce à la valorisation du savoir-faire traditionnel par le biais des indicateurs géographiques, la FAO, citée par l'Union européenne, révèle par exemple que le poivre de Penja du Cameroun a gagné une prime de 120% sur le marché. Mais la mise en place d'indicateurs géographiques efficaces n'est pas chose aisée. La délégation de l'Union européenne au Cameroun souligne qu'il faut combiner des normes de production, l'organisation des collectifs de producteurs, un mécanisme de contrôle efficace avec des comités nationaux, comme l'envisage l'OAPI. Ces comités doivent réunir les personnes compétentes des différentes administrations concernées et permettre une coordination efficace des politiques. Ils
garantissent que les initiatives des producteurs locaux, leurs efforts pour s'organiser afin de fournir un produit de qualité supérieure, s'inscrivent dans une stratégie nationale plus large pour le développement des économies nationales ou de l'économie d'ailleurs régionale, puisque vous savez, vous appartenez tous à des zones économiques aussi en Afrique. Il y a la ZLECAf qui va se développer, et donc là il y a aussi un enjeu de développement et d'intégration régionale. La ZLECAf vise à stimuler le commerce intra-africain de 52,3% d'ici 2025 contre environ 15% aujourd'hui. Le commerce intra-État est estimé à 58% en Asie et en Europe à 67% actuellement. Dans l'Union européenne, en particulier, les consommateurs soumis à un trop-plein de produits industrialisés et de basse qualité se tournent de plus en plus vers des produits répondant à des normes de qualité minimales et sont prêts à payer le prix pour ces produits. Le projet Afripi, droit de propriété intellectuelle et innovation en Afrique, partenaire de l'OAPI pour la mise en place d'indicateurs géographiques en Afrique, est financé par l'Union européenne. Le numérique à la portée de tous, volonté affichée par le continent. Le passage au numérique, c'est l'une des clés du développement de l'Afrique où il y a actuellement 280 millions d'internautes. L'outil Internet et informatique prend de plus en plus d'importance. Et c'est à partir de ce constat que des acteurs du secteur insistent sur l'urgence d'initier les Africains à cet outil, et ce, dès le plus jeune âge. Samantha Saberou Saboubanga. Pour célébrer les 10 ans de la journée EcoBank, le groupe bancaire panafricain a consacré l'édition 2023 à l'éducation numérique en vue de créer les conditions pour que les enfants et les jeunes puissent saisir les opportunités qu'offre le digital. Les compétences numériques sont essentielles aujourd'hui pour étudier, communiquer, travailler, accéder aux informations utiles, utiliser des services publics en ligne et des applications de plusieurs acteurs du secteur privé. Pour EcoBank, ces compétences peuvent permettre aux jeunes du continent d'acquérir l'indépendance financière pour pouvoir créer de la valeur. L'éducation représente l'un des objectifs de développement durable des Nations Unies, ainsi que l'un des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ce qui me rend particulièrement fier, c'est que, choisis parmi les écobanquiers eux-mêmes, à la suite d'une enquête sur le rôle central que nous aspirons à jouer pour contribuer à la réalisation de ces ambitions, l'économie mondiale évolue rapidement. L'impératif de reconversion devient indéniable. D'ici 2025, il faudra plus d'1 milliard d'emplois, un nouvel ensemble de compétences, alors que près de 77% des employeurs dans le monde auront du mal à pourvoir les postes avec les compétences dont ils ont besoin. Le webinaire qui a été organisé à cette occasion le 21 octobre 2023 en présence du directeur général du groupe EcoBank, Jérémy Aouri, a attiré un grand nombre de participants avec plus d'1 millier de participants et a réuni des experts et des jeunes. Cette année, l'attention a été portée sur l'éducation numérique qui est essentielle pour permettre à l'Afrique de faire un bond en avant et d'accélérer son développement. D'ici 2030, d'après les données de la Société financière internationale relayées par EcoBank, 230 millions d'emplois en Afrique demanderont des compétences numériques. En 2025, plus d'1 milliard d'emplois nécessiteront de nouvelles compétences, tandis que près de 77% des employeurs dans le monde auront du mal à pourvoir les postes avec les compétences dont ils ont besoin. Les utilisateurs d'aujourd'hui doivent s'appuyer sur les compétences du 21e siècle pour naviguer dans le nouveau monde et sa complexité. En Afrique, selon une étude de la Société financière internationale, 230 millions d'emplois sur le continent exigent des compétences numériques, non seulement dans le secteur technologique, mais bien sûr dans tous les domaines. La question des compétences numériques mises en avant par EcoBank est également une priorité pour l'Union africaine qui a adopté une stratégie de l'éducation numérique couvrant la période 2023-2028. Depuis 2013, la journée EcoBank soutient et fait avancer un grand nombre de causes importantes sur le continent africain, dont l'éducation financière et l'inclusion financière. De la boxe maintenant avec ce combat très attendu et qui promet un face-à-face ce samedi en Arabie Saoudite.
La star du MMA, le Camerounais Francis Ngannou, face au Britannique Tyson Fury, champion du monde de boxe. Et pour ce combat, Francis Ngannou a été coaché par une légende incontestée de la boxe, l'Américain Mike Tyson. Et vous l'aurez compris, plus que quelques heures avant que Francis Ngannou et Tyson Fury ne se retrouvent sur le ring. Joël Ballot. Je sais que je veux faire de la boxe anglaise. Peut-être là, il me faut trouver un combat à venir, peut-être cette année. Une date, le 28 octobre 2023. Un événement, le combat de boxe entre le Camerounais Francis Ngannou, ancien champion du monde des poids lourds de l'UFC, face au Britannique Tyson Fury, champion du monde des poids lourds en boxe anglaise. Francis Ngannou est connu pour ses KO puissants, ses coups étant l'équivalent de 96 chevaux de puissance. Au Cameroun, Ngannou est considéré comme une véritable force de la nature. En soutien au grand champion qu'il est, parents comme enfants multiplient les messages d'encouragement à son endroit avant le grand défi du 28 octobre. Cet échange entre Tyson Fury et moi, ça fait plus de 2 ans qu'on essaie de se chauffer un peu sur les réseaux sociaux et je pense que là, je suis libre. Dans une interview exclusive accordée à Africa 24, Francis Ngannou a avoué réaliser son rêve de performer en boxe anglaise en s'engageant dans la Ligue américaine d'arts martiaux mixtes. Au soir de son combat contre Tyson Fury, des Predators qui s'est imposé dans le MMA à travers des uppercuts augmentera peut-être sa renommée. Aussi longtemps que je m'en souviens, j'ai été toujours passionné des arts martiaux mixtes, de tout ce qui était combat et même des films. Donc j'ai poursuivi ce rêve et bien entendu, je n'avais aucune garantie, bien que, surtout que j'étais au Cameroun. Donc je ne savais pas que ça pouvait aboutir, mais il était juste question pour moi de faire le maximum. J'éloigne de moi la culpabilité et que je n'ai pas à regretter un jour dans ma vie de ne pas avoir essayé. Ngannou s'est rapidement établi comme l'un des hommes les plus forts de la planète, avec la capacité de mettre un terme à tous ses combats d'un seul coup. Raison pour laquelle il ne s'éternise pas dans l'octogone de combat. Sur ses 5 dernières victoires avant celle contre Cyril Gane en janvier 2022, des Predators n'avaient vaincu avant le premier round qu'à une seule reprise. C'était face à Stipe Miocic en 2021 lors du combat pour la ceinture mondiale. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.